Merci beaucoup Juliette d'avoir, entre autres, parce que c'est un vaste programme dont tu nous as parlé à l'instant, mais d'avoir aussi rappelé ce lien très fort du jeu avec la mort, et tu l'as éclairé en convoquant des psychologues, des psychanalystes, Freud, Lacan, Sibony. J'aimerais éclairer l'autre face en quelque sorte, du côté anthropologique. C'est quelque chose qui pour nous est scandaleux que nous, dans notre société aujourd'hui, que de jouer au moment des funérailles. C'est une pratique très commune dans beaucoup d'autres cultures et civilisations. On en a des exemples dans l'Antiquité. Véronique connaît bien sûr, et tout le monde qui a lu un peu dans le domaine, par exemple les funérailles de Patrocle dans Homère, les combats de gladiateurs, etc. Mais des faits tout à fait comparables se retrouvent encore aujourd'hui, par exemple dans les Antilles, où on va jouer au domino lors de la veillée mortuaire, également dans les Andes, en Indonésie, etc. Donc le rapport du jeu à la mort est un rapport qu'il faut vraiment questionner et qui permet de sortir, là encore, définitivement, d'une vision, je dirais, un peu gnangnan du jeu comme simple divertissement, comme simple manière de passer quelques bonnes idées auprès des enfants, et on pense à tous les jeux pédagogiques qui ont fleuri depuis peut-être même avant les jésuites. Voilà. Beaucoup de résonance aussi entre vos deux interventions. Oui, j'ai trouvé. Ouais. Je n'ai pas de connaissances anthropologiques à part comme ça, comme une personne qui lit un peu, mais j'ai remarqué qu'il y a une piste intéressante en mythologie parce que les dieux jouent. Les dieux jouent en particulier dans la cosmogonie, c'est-à-dire au moment de créer le monde. Et là, vraiment, le jeu est associé à la création. Et réciproquement, l'un des dieux associés au jeu, par exemple le dieu Hermès, est un des dieux également qui descendent dans la mort et qui en reviennent. Hermès, Dionysos, ces dieux associés au jeu font des allers-retours dans la mort. Donc je crois effectivement qu'il y a une piste riche. On a des choses, des éléments mythologiques tout à fait comparables dans le polythéisme hindou, par exemple, avec Shiva qui joue avec sa compagne et qui est aussi le dieu représenté par excellence avec des têtes de mort. C'est le dieu de la mort, de la destruction. Ouais. Donc c'est quelque chose de très fort. Oui. Et j'allais dire que c'est l'un des arguments épicuriens pour dire qu'on n'a rien à craindre des dieux. Ils jouent au dé dans l'Olympe. Ouais. Donc, ils s'occupent de leur jeu, justement, et ce qui prouve leur supériorité, c'est qu'eux, ils peuvent jouer, pendant que nous, on s'escrime en bas. Mais en tout cas, ils ne peuvent rien faire pour nous. Donc, on n'a ni à les prier, ni à les supplier. C'est un des arguments épicuriens. Ouais. Et la bascule peut-être anthropologique qu'on peut signaler, qui a été notamment développée par Robert Tamayon, c'est qu'avec les religions du livre, les religions monothéistes, tout d'un coup surgit une opposition très marquée face aux attitudes ludiques, à l'usage du dé, mais même par exemple du jeu d'échecs. L'ayatollah Khomeini, en son temps, avait condamné la pratique du jeu d'échecs. Donc une condamnation large du jeu, on a retrouvé ça pour le théâtre, avec la question de la représentation, de l'illusion, et ce lien aussi que tu fais avec l'art, je pense qu'il y a un continuum du jeu et de l'art qui est extrêmement prégnant. Ouais. Ouais. Voilà. Plein de questions, j'imagine. Oui. Alors je vais poser une question pour les premières intervenantes. Je pense que vous avez une distance critique de la distance ludique justement par votre position. Et dans les travaux que vous avez menés ou les observations que vous avez pu faire en entreprise, du coup j'ai un questionnement sur qui produit ces jeux qui sont utilisés dans les pratiques managériales, parce qu'il y a aussi cette question, finalement, où est-ce qu'on va les chercher et qui les produit? Parce que ça me fait écho, en fait, ce que vous dites, et je me demande si c'est le propre du jeu, en fait, dans la critique que vous faites, ou sinon la critique de tout le process d'accompagnement managérial tel qu'une philosophe comme Julia de Funès peut le faire autour des pratiques de coaching, autour de toutes les pratiques managériales encadrées qu'elle dénonce. Et j'ai l'impression qu'on retrouve en fait ce propos où vous parlez du jeu, mais qui finalement est propre à
beaucoup de pratiques qui sont faites autour de la formation, le coaching, l'accompagnement managérial. Donc voilà, c'était plutôt si vous avez pu investiguer finalement qui produit ces jeux, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose derrière ça. Alors, les jeux sont produits par des studios de gamification, des entreprises, beaucoup de start-up qui ont fleuri ces dernières années. Elles ont des jeux sur étagère, elles ont des jeux sur mesure, et la plupart du temps, elles font justement un jeu sur mesure lorsque la demande au niveau d'une entreprise ne correspond pas à ce qu'elles peuvent avoir sur étagère. Et là où le questionnement émerge, c'est qu'au-delà de parce qu'il s'agit bien de l'usage du jeu, c'est-à-dire que si le jeu en lui-même, il peut être neutre et bien utilisé. Mais la question, c'est finalement, est-ce que le management est prêt à laisser autant de temps de parole ? 1 heure de jeu, par exemple, 1 heure de débriefing. Et souvent, ce temps-là de parole donné aux salariés pour pouvoir délibérer sur les situations de travail fait peau de chagrin. C'est-à-dire que, OK pour les faire jouer, par contre, pour la délibération, non. Donc j'ai envie de dire, le studio de gamification en lui-même, il est un petit peu à part. C'est bien sûr son travail, c'est ce qu'il fait, et il n'en dément pas. J'en avais rencontré 10 dans le cadre de ma thèse, et tous, vous parliez tout à l'heure de Persuasive Games, que j'ai cité aussi dans ma thèse, parce que tous vont expliquer que finalement, le scénario, la plupart du temps, ce sont des escape games. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fleurit énormément, et puis de façon digitale depuis le Covid. Toutes les décisions sont déjà inscrites dans le jeu. C'est ce que, quand Gilles Brugère explique que finalement la décision dans le jeu n'est qu'une illusion, les concepteurs eux-mêmes des jeux le disent. Donc c'est vraiment l'usage du jeu qui est questionné, c'est derrière finalement, est-ce que c'est du pur divertissement alors que ça s'inscrit dans le cadre d'une formation? Est-ce que dans le cadre d'une formation, on va aussi évaluer les personnes, puisque j'ai déjà entendu, quand je faisais relever certaines choses sur le stress au niveau de certains scénarios, les situations de travail sont stressantes, si les personnes n'ont pas le potentiel, il faut qu'elles se posent des questions. Donc des discours quand même très tranchés, alors qu'à la base, on inscrit un jeu dans un dispositif, c'est pour que la personne puisse en retirer quelque chose. Dans le meilleur des cas, il me semble que le jeu favorise une expérimentation, et que cette expérimentation peut permettre aux salariés de transformer ou de modifier leur activité au travail. S'il n'y a pas de délibération, ce n'est pas possible. De mon expérience. Elisabeth? Oui, alors je remercie pour ces 2 belles communications. Alors, en ce qui concerne le jeu au travail, moi je ferai simplement une remarque historique. Là, vous marquez qu'il y a une rupture dans l'évolution du jeu, et du travail, des rapports entre les deux. Pendant des siècles, jeu et travail ont été ennemis. Et tout aussi bien la loi des siècles anciens et que la religion tiennent le même discours, le jeu est l'ennemi du travail. Il est si prenant qu'il faut surtout éviter que les travailleurs jouent. Et là, on a vraiment une rupture, si je puis dire, épistémologique, puisque ce sont certains mécanismes du jeu qui sont utilisés à des fins d'évaluation, de stimulation. Je pensais à aux travaux de Stéphane Lelay ou Emmanuel Savignac sur la gamification au travail. Certains jeux d'ailleurs peuvent être spontanés, c'était ce qu'avait étudié Stéphane Lelay avec les éboueurs. D'autres sont utilisés, ce que vous avez présenté par la direction, mais pour moi il y a une rupture absolument fondamentale par rapport au siècle passé où les deux ont toujours été soigneusement séparés. Voilà. Puis après ça concernera Juliette. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, et c'est d'ailleurs là-dessus aussi qu'insiste le début de notre bouquin, et d'ailleurs c'est l'origine un peu de la collection qu'on a créée, c'est-à-dire de montrer qu'en fait 2 dispositifs qui sont originellement pensés comme radicalement antagonistes se retrouvent au contraire dans des convergences, et des convergences qui peuvent être aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Voilà, donc c'est un peu ça qui est en jeu, si je peux dire, là-dedans. Et en particulier, il y a là-dessus, d'ailleurs en philosophie, il y a un personnage un peu pivot qui est le personnage d'Arendt, enfin le personnage, en tout cas la pensée d'Arendt, pour réfléchir ces questions-là, parce que justement Arendt, c'est vraiment l'une des passeuses de la question du rapport du travail au monde antique, au rapport du travail au monde moderne. Elle montre précisément les apories de ce passage. Elle montre comment, en particulier, ce qui avait été dévalorisé, mais ça, Weber l'avait très bien montré avant elle dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, ce qui avait été dévalorisé dans le monde antique va être valorisé dans le monde moderne à partir du XVIe, c'est-à-dire, en quelque sorte, dit Max Weber, avec une réinterprétation de la Genèse.
mythe de la Genèse qui est réinterprété, dans lequel le travail n'est plus une malédiction divine, mais au contraire une occasion donnée aux hommes de mériter la bénédiction. Donc voilà, on est vraiment dans une mutation opérée par Luther, hein, dans sa réinterprétation de la Bible, mais qui va avoir des conséquences sur la naissance du capitalisme. Ça, c'est vraiment l'un des motifs essentiels de ce passage de l'antique au moderne. Mais précisément, il y a un second temps de la modernité, qui est le temps vraiment contemporain de croisement, cette fois véritablement, entre les dispositifs de jeu et les dispositifs de travail, de possibilités de potentialisation de l'un par l'autre. Et ça, non seulement c'est plus le fait de la modernité contemporaine que de la modernité originelle, mais c'est plus le fait encore, presque des 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire de l'émergence, évidemment, de l'informatique et d'ailleurs, qui a produit aussi la financiarisation du monde. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est une mutation, mais une mutation qui se situe dans l'énergie qui est celle de la modernité contemporaine. Voilà. Oui, absolument. Oui. Avec aussi, il faut y penser quand on parle du travail, que cette domination de la valeur du travail, en effet associée au capitalisme, est finalement récente et contradictoire, parce que jusqu'au XVIIIe siècle, pour simplifier, la classe de loisirs, c'est-à-dire la noblesse, hein, au sens de Thorstein Veblen, c'est elle qui domine le monde. Donc il y a ce contraste aussi entre deux idéologies, celle des bourgeois et celle de la noblesse, de l'aristocratie. Absolument, et au sein même de la bourgeoisie, il y a une véritable contradiction, dans la mesure où ceux qui deviennent finalement les nouveaux aristocrates sont les actionnaires. Donc précisément ceux qui ne travaillent pas. Lucia Romo. Merci beaucoup pour les deux présentations, vraiment super intéressantes et toujours un regard très très large pendant les 2 journées qu'on a passées ensemble. C'est vraiment un commentaire à Juliette, donc je trouve excellente l'idée d'un thésaurus sur vraiment pouvoir faire évoluer des termes et pouvoir aussi échanger sur quelle signification on donne à des termes qu'on utilise tout le temps entre nous. J'avais une petite question en fait pour toi, Juliette, parce que tu nous as amené au traumatisme en fait perçu, parce que c'est toujours du. Et comment est-ce que tu crois qu'on peut jouer d'une façon non problématique, non pathologique après un traumatisme? C'est vrai que c'est une psychologue clinicienne qui pose la question à une prof de littérature comparée, mais qu'est-ce que tu en penses en fait? Je pense que c'est intéressant que tu nous donnes un peu ton regard par rapport à ton regard en fait. Parce que moi je pense qu'après un traumatisme, jouer d'une façon non problématique me semble illusoire. Mais je ne sais pas, je suis curieuse de savoir quel est ton point de vue. Alors, merci. Dans la réalité, je n'en sais fichtre rien. En littérature, je pense à un texte que vous connaissez tous de littérature de jeunesse qui s'appelle Fifi Brin d'Acier, qui est l'histoire d'une petite fille dont la maman est morte à la naissance et dont le papa s'est abîmé en mer. Et donc elle a vécu 2 traumatismes et elle y survit en jouant. Il y a des ratés. Il y a des ratés au moment où elle joue sans prendre de distance. Par exemple, quand elle essaye de dessiner son poney et qu'elle n'est pas capable de le dessiner autrement que grandeur nature. À ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Elle est renvoyée de l'école. Mais quand elle joue de manière absurde, là encore, qui laisse advenir l'inattendu, et bien petit à petit, elle arrive à retrouver quelque chose d'une vie possible, et elle arrive même à guérir dans ce processus d'auto-guérison ses 2 voisins qui sont un petit garçon et une petite fille élevés de manière extrêmement rigide et à qui on n'a pas donné la possibilité d'imaginer le monde. Alors, en littérature, ça se termine bien. Fifi va pas à l'école, mais elle s'en sort. Dans la vraie vie, je ne sais pas.
Mais Lucia, si je peux me permettre, on pourrait revenir à la communication d'Alexandre Rios-Bordes, qui nous a bien dit hier que l'armée américaine, en 14-18, a commencé à utiliser des pratiques ludiques pour justement aider les combattants à surmonter les chocs. Et il disait que ça marchait. Non, mais il faut étudier. C'est un champ qui est à explorer. Et il a bien dit qu'ils ont continué à l'utiliser, y compris au moment de la guerre du Vietnam, etc. Bon, maintenant, c'est vraiment un domaine à complètement explorer. Oui. Mais il faudrait voir, là. Pour moi, c'est... Bon, et puis après, on te passe le... Si, Isabelle, on te passe. Bon, moi, je veux dire, je souscris totalement à ce que Juliette a dit sur... oui, je fais court. Bon, sur le fait qu'il faut absolument revoir l'épistémologie du jeu, c'est un des chantiers sur lesquels nous attelons dans le séminaire de ludocritique, parce que si nous regardons le champ ludique aujourd'hui, il est éparpillé. Il y a les jeux vidéo, les jeux sérieux, les jeux, etc. Bon. Et chacun d'ailleurs, moi je pense pour des raisons qui sont des raisons socio-universitaires, défend son domaine. Voilà. Ce qui est normal. Néanmoins, il s'agit de jeux. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on emploie le mot? Moi, je ne suis plus satisfaite par les analyses de Huizinga, de Caillois, je les salue, mais il faut penser aujourd'hui l'épistémologie du jeu autrement, et nous allons essayer de le faire. Voilà. Oui, merci. Isabelle Très rapidement, pour rebondir sur ce qu'a dit Lucia par rapport à ton exposé, Juliette, effectivement, si on repart de la pratique clinique, alors moi je ne suis pas du tout spécialisée chez les enfants, dans la prise en charge d'enfants, mais j'ai quand même entendu des collègues qui me disaient, c'est les enfants traumatisés, quand ils commencent à jouer, c'est bon signe. Ils recommencent à jouer. Ils recommencent à pouvoir se dégager de l'impact traumatique du vécu à travers l'imagination, à travers autre chose. Donc ça, c'était le premier point. Juste un petit témoignage. Et puis ton intervention, Juliette, que j'ai vraiment beaucoup appréciée, m'a fait penser, alors là, plus avec ma casquette de psychopathologue, donc je m'en excuse d'emblée, mais quand on a des patients qui ont une addiction, ils vous disent que dans leur rapport au risque, ils jouent. Donc en fait, c'est comme si déjà dans une seconde mort, il y a encore quelque chose de l'ordre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, mais quelque chose du jeu. Ça me fait vraiment penser au concept d'ordalie, tu vois. Donc voilà, c'est tout un débat qui, du coup, est très, très intéressant, qu'on aura peut-être l'occasion de débattre à un autre moment. Mais je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il faut qu'on termine, donc je me tais. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux intervenantes de cet après-midi pour ces débats très riches. Et je propose à notre président du GIS Jeux et Société de venir dire le mot de la fin.